Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Podcast aujourd'hui en compagnie de Raphaël, Salut. d'Aurélien, Salutations. de Clément Salut tout le monde. et pas de Timothée, puisqu'il a un petit peu trop fêté la qualification de Genève Servette ce week-end. On va commencer avec la Super League, cette fameuse Super League, ces fameuses 48 heures qu'on a vécues en début de semaine. Simplement en commençant par expliquer un petit peu le projet. Bon voilà, c'était 12 clubs réunis dans un mini-championnat, un projet lancé par Agnelli et Pérez, donc la Juventus Turin et le Real Madrid. On rejoint le projet l'Inter, l'AC Milan, 6 clubs anglais avec les deux Manchester, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool et les Espagnols de l'Atlético Madrid et du Barça. Bon, simplement, comment vous avez vécu un petit peu ces 48 heures? Oh bon, j'ai pas été spécialement très stressé parce que dès que l'annonce a été faite, 6 heures plus tard, l'UEFA commençait à s'exciter, la FIFA aussi. Les sanctions commençaient un petit peu à tomber dans les championnats, donc sur le coup ça m'a un peu choqué, mais je m'en suis pas spécialement très inquiété parce que c'est une compétition privée et puis la FIFA et l'UEFA ils sont quand même plus puissants pour contrecarrer les plans des riches investisseurs de ces clubs. Oh, moi, je suis pas très sûr parce que les riches investisseurs, on sait maintenant que le football et l'argent, c'est un petit peu étroitement lié. Et vu la puissance économique du projet et surtout des investissements, notamment par JP Morgan, ça aurait pu quand même mener à voir cette Super League prendre forme, peu importe les sanctions de l'UEFA. Ouais, bon, les sanctions elles n'étaient pas que financières, parce que si ça avait été à mon sens, des sanctions financières. Ça n'aurait pas eu vraiment eu d'impact sur les Non, clubs. non, mais là, il dit voilà, vous participez pas à votre championnat, vous participez pas à la Ligue des Champions, les joueurs ils sont suspendus pour la Coupe du Monde. Ouais, ça commence à faire beaucoup. En fait, ça visait plus les joueurs. Ça visait plus les joueurs, et puis bon, moi, déjà, je pense surtout que les entraîneurs n'étaient pas spécialement favorables. C'était vraiment un choix des dirigeants, mais je suis pas sûr que les entraîneurs de ces gros clubs, d'ailleurs, on a entendu quand même Guardiola et Klopp en discuter, ils sont pas spécialement favorables à cette Super League. Donc non, moi je m'inquiétais pas trop pour le coup à cette Super League, quoi. Toi, Clément, comment t'as vécu un peu ces 48 heures? Bah, exactement comme a dit Aurélien. J'étais pas trop stressé. Et puis, en fait, j'y croyais pas trop. Vraiment, c'était peut-être un peu plus concret, mais au final, il y a eu tellement de révoltes de la part des fans, etc., que je ne me suis pas trop inquiété non plus. Il y a- Moi, j'ai quand même eu l'impression que l'UEFA ne savait pas quoi faire en fait. Il y a eu plusieurs moments où j'ai l'impression qu'ils menaçaient vraiment parce que ouais, ils savaient pas quoi faire. C'était un petit peu la panique, j'ai l'impression, dans les rangs de l'UEFA. Ouais, c'est pas impossible, c'est un petit peu la panique, mais comme tu dis, ils ont menacé, mais c'est peut-être la meilleure chose en fait, pour mettre la pression sur les clubs. Je pense que ça faisait partie du jeu un peu, parce qu'on ne pouvait pas leur dire ah, c'est pas bien, et puis voilà. Donc, non, je trouve qu'ils ont fait assez juste l'UEFA dans leur démarche, mais ça, c'est mon avis. Je suis d'accord avec Clément, ils ont fait assez juste, mais par contre, je trouve que c'est quand même assez inquiétant, c'est qu'ils ont laissé venir la Super League, hein, parce que ça fait quand même un moment qu'on en entend parler. Mhm. Et puis, ils ont commencé à réagir que maintenant, ils auraient très bien pu dire attention, s'il y a Super League, il va y avoir sanctions. Essayer de les freiner dans leur calcul. Ils ont laissé venir, tout à coup, boum, ça tombe un dimanche. La Super League va être créée, puis là, ils commencent à se réveiller. Donc, bon, ils ont bien agi, mais je trouve qu'ils auraient pu bloquer le problème à la source plus rapidement. Je suis assez d'accord avec ce que disent Clément et Aurélien. Mais après, je pense quand même que l'argent, d'ici peu, c'est mon avis, ça va quand même peut-être prendre le dessus, malheureusement, à mon sens. Eh, S'ils faisaient une Super League, d'accord, mais avec des relégations et des montées, ok, j'en sais rien, le vainqueur de la Ligue des Champions et le vainqueur de l'Europa League montent, et les deux derniers à chaque fois de la fameuse Super League descendent, ok, mais on en vient toujours à ce même problème, c'est qu'il y a de plus en plus de matchs,
Et la qualité, elle est de moins en moins au rendez-vous quand on voit que Liverpool, ils sont claqués, qu'il y a d'autres équipes qui sont fatiguées, il n'y a pas de supporters dans les stades. Alors on sait très bien que c'est pas les abonnants, les supporters qui vont aider un club financièrement, hein, c'est plutôt les équipementiers et les sponsors. Mais bon, quand même, quoi, moi je... Les droits télé. Les droits TV Aussi, aussi, les merci droits télé. Ethan. Donc voilà. Mais en tout cas, tu fais bien d'en parler parce que je voulais rebondir là-dessus. C'est qu'il y a beaucoup trop de matchs. Quand on voit Totalement. actuellement, Ah oui, ça, c'est sûr. déjà depuis le début de la saison, franchement, Liverpool, ils n'ont jamais eu de défense complète. À chaque match, c'est une nouvelle défense. Il n'y a que des blessés. Quand tu regardes Bayern Paris, toutes les 20 minutes, il y a un mec qui sort sur blessure. Au bout d'un C'est moment, sûr. c'est plus possible. C'est sûr, avec la réforme de l'UEFA où il y aura plus de matchs, ça Ah, va, bah là, ça va pas s'arranger. L'UEFA C'est- qui fait la réforme pour la Champions League aussi, ça joue pas, ça va pas. D'ailleurs, Klopp et Guardiola ont poussé un gros coup de gueule vis-à-vis de ça, et ils ont bien raison, parce Ouais. que il y a déjà beaucoup de matchs pour les joueurs, donc La formule fonctionne très bien actuellement. Mhm. La formule fonctionne très bien. Mais- Pourquoi la changer? La nouvelle formule permet justement, parce qu'elle sera basée forcément sur le coefficient UEFA, donc faut pas croire que les 4 places qu'il y aura en plus, ce sera pour le gagnant du championnat roumain ou quoi. Ce sera vraiment, au lieu d'avoir 4 équipes anglaises, on en aura 5 quoi. Et, C'est juste pour favoriser les grosses nations. évidemment, parce que ils Ben- savent en droit télé que si tu fais jouer un 5e anglais, je sais pas, prenons Tottenham par exemple, ça attire plus les gens que si c'est Malmö qui se qualifie. Ah bah alors ça c'est clair que si tu fais favoriser les gros des championnats anglais, italiens, espagnols et allemands, ça c'est sûr qu'au terme de droit TV dans les pays étrangers, c'est clair que ça va exploser. Mhm. Mais ouais. Si on m'avait dit 10 clubs, 12 clubs, oui, ok, comme ça il y avait la chance pour les petits. On me dit 4 clubs, on me dit bon, on fait quoi? On rajoute la Lazio, la AS Roma en Italie à chaque fois, ou l'Atalanta suivant les saisons, en sachant qu'il y a les deux gros Milan et la Juve qui seront devant. On rajoute quoi? On rajoute Séville en Espagne, on rajoute Mönchengladbach ou Leverkusen ou Wolfsburg en Allemagne, et puis on rajoute quoi? Tottenham ou Arsenal ou West Ham à chaque fois. Bon, voilà, c'est que 4 clubs, c'est bon. Mais après, aussi, là où le bas blesse, c'est quand même que, franchement, quand on regarde par exemple la saison d'Arsenal cette année, s'ils se qualifient pour la Ligue des Champions, je veux dire, c'est quand même triste. Enfin, je veux dire, ils ne méritent pas d'aller en Ligue des Champions. S'ils se qualifient pour la Ligue des Champions, je dirais que je trouve ça beau parce qu'ils gagneraient le repas. Mais par contre, non, là c'est extrêmement triste. Chaka qui joue les pompiers de secours. En arrière gauche. Bref, oh là 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 là. Non, mais bon, voilà quoi, c'est décevant. Il n'y a plus de supporters. Voilà. Parce que pour expliquer un petit peu la nouvelle réforme, donc ce sera beaucoup plus d'équipes, 36 au lieu de 32, et du coup ce sera 4 groupes de 9. Déjà là, c'est pas très compréhensible. Ce sera un classement, les 12 derniers éliminés, Non, mais les 24 premiers, enfin de 10 à 24, il y aura des playoffs. moi, la question que je me pose, c'est comment ils vont se faire pour ces 9 équipes, comment elles vont faire pour s'affronter en match aller-retour. Il n'y aura pas d'aller-retour justement, mais il y aura 10 matchs. et ça Ouais, fait 4 mais matchs bon. déjà supplémentaires, c'est déjà trop dans une Ouais. saison Ça qui est joue déjà- pas, ça joue Et pas. puis même rajouter toujours les gros, c'est vrai que ça rapporte plus en droit de télé, mais par exemple quand je vois par exemple, comme le parcours de Malmö en Europa League, c'est même ce genre aussi d'histoires qui font que le football est peut-être le sport le plus populaire, je trouve. Mais oui, bien Vis-à-vis sûr, des bien fans, sûr, vis-à-vis bien de- sûr. Ouais. Et je trouve ça dommage qu'on dote ça juste pour ajouter les gros clubs, style Arsenal, qui est peut-être moins méritant surtout ces derniers temps. Mhm. S'ils sont en Europa League, il y a une raison aussi. Oh, puis vraiment rajouter que 4 équipes. Quoi. Tu vas limite faire une réforme, puis rajouter plus de matchs. Ok, mais alors fais-le bien, puis donne la chance aux clubs bulgares, lettons, et puis moldaves. Après, quoi, je veux dire. le mot champion dans Ligue des Champions, il est moins intéressant, je trouve. Mais en tout cas, j'ai eu contact récemment avec le président de la Swiss Football League, et il me disait justement qu'il avait très peur au niveau des droits télé, parce qu'il ne savait pas si ça se faisait. Parce que les droits télé auraient été très très chers pour cette ligue, et du coup, il y aura peut-être personne qui aurait repris les droits du championnat suisse.
Et comme il disait, c'est pas le championnat de Suisse qui aurait été favorisé par cette nouvelle réforme, quoi. Donc, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la RTS n'a pas repris les droits TV pour la Champions League la saison prochaine. mais ça montre que c'est très cher quand une chaîne nationale n'arrive pas à payer les droits de la Ligue des Champions. Bah, on l'a vu venir, hein, ça faisait déjà depuis 2-3 ans qu'ils diffusaient plus que le mercredi et plus le mardi. Mhm. Et bon, voilà quoi. En tout cas, j'ai noté quand même une citation de Gary Neville, l'ancien joueur de Manchester United, qui est, je vous lis, a écrit, enfin l'a dit même, c'était en live sur Sky Sports. C'est une honte, je suis un supporter de Manchester United depuis 40 ans et je suis dégoûté. Manchester United et Liverpool me dégoûtent. Regardez Liverpool, il répète You'll never walk alone et que le club appartient aux fans. Manchester United a été fondé par des travailleurs il y a plus de 100 ans et ils partent vers une ligue sans aucune compétition, où ils ne craignent pas la relégation. C'est une honte, nous devons de combattre ce projet. Ah bah c'est clair. Il a raison, Ah bah, c'est il clair. a tout dit. Il a tout dit. Et c'est ça surtout, c'est que c'est quand même très hypocrite de la part de ces clubs qui se disent club du peuple, d'arriver et de... Au final, Prendre de l'argent rejoindre la... Ouais, au de- détriment des fans, oui. Exactement. Au ouais. détriment Tous du les football clubs, populaire. ouais, bien sûr, bien sûr. Après, il faut quand même noter que les dirigeants de clubs s'en foutent des fans locaux, hein. Clairement, c'est des businessmen. Aujourd'hui, C'est les des clubs de foot, c'est des businessmen, entreprises. Hein. Ils C'est- s'en foutent, et puis quand on entend les idioties qu'Agnelli sort, comme quoi Atalanta n'aurait pas sa place en Ligue des Champions alors qu'ils font mieux qu'eux En championnat, en championnat, bon, même en Ligue des Champions. même en Ligue des Champions, ça fait- voilà, ouais. ça me fait doucement rire. Quand on voit que dans cette Super League, il n'y a même pas l'Ajax, Mhm. alors on met la Juve qui a gagné que 2 titres de Champions League, on met Arsenal qui n'a jamais remporté de Champions League, ou Tottenham non plus, je Ouais, sais ouais, pas. Non plus, Et City Par non contre, plus. voilà, City non plus. Par contre, l'Ajax qui a gagné 3 fois la Champions League, on l'aimait pas. 4 Ah ben, à ce moment 4 fois. 4 fois même. 4 fois. Benfica pareil. Porto non Porto plus. non plus. Ouais, bon, voilà, au bout d'un moment, faut. Ouais, non, mais moi je suis d'accord. Après, Porto a refusé et ça. Ouais, Porto, ils ont été futés. Comme tous les clubs portugais, français et allemands. Après, Ouais. français, je veux quand même revenir sur le cas du PSG parce que je suis pas. Enfin, vraiment, le Qatar a un impact incroyable, une influence folle au niveau de l'UEFA. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont Ouais. refusé. C'est pas uniquement parce qu'ils aiment le foot. Ouais, c'est pas uniquement parce qu'ils aiment le foot, mais je trouve que sur ce coup-là, Nasser, il a bien joué. Ouais, mais il y a Il a aussi des bien raisons joué parce de Il y a peut-être politiques. des raisons politiques, mais il a quand même été futé parce qu'il s'est dit quand même que là, le PSG, ça commence à être bien en Champions League. Il dit, mais pourquoi aller ramener le PSG dans une autre ligue? Nous, on est bien ici, on commence à bien toucher. Non, moi je... Tu parlais de la qualité quand il y a de plus en plus de matchs. Et je voulais justement vous poser une question un petit peu plus philosophique sur le foot. C'est au niveau du beau jeu. Parce que souvent, on voit quand l'Atlético gagne un match et qu'il joue un peu défensif, tout le monde dit « Ah, mais c'est dégueulasse comme ils ont joué, ils méritaient pas, tout ça. » Pour vous, c'est quoi le beau jeu exactement? C'est forcément un jeu offensif? Non, pas nécessairement. Ah, Clément a quelque chose à dire. Non, je disais, quand on parle de beau jeu, c'est vrai que c'est plus que c'est un jeu offensif en tout cas. On va pas, c'est vrai que quand on regarde des équipes qui mettent le code bas, c'est pas forcément les matchs les plus passionnants à regarder. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont de plus en plus de spectacles aussi. Donc, si je devais bien définir le beau jeu, c'est vrai que c'est plus un jeu porté vers l'avant, vraiment assez rapide. Et puis voilà, où le ballon, ça fait tourner le ballon, mais après, c'est que mon avis. Après, une équipe qui joue défensive, parce qu'il faut bien penser à un truc, c'est que à la base le foot c'est de gagner. C'est pas pour faire plaisir aux fans en jouant magnifiquement bien. Oui, c'est sûr. Si jouer défensif ça permet de gagner des matchs, même si c'est pas passionnant pour les fans, j'ai envie de te dire, moi si je suis coach tous les jours je le fais, tu vois. C'est sûr. Ceci, il y a quand même un art de défendre. Quand on voit que tu mènes que d'un but, que surtout quand tu es peut-être plus faible qu'un autre, que tu vois que tu as cette hargne, je trouve que c'est aussi très beau quand tu les vois. Justement parce Quand que tu vois par exemple dans le match Porto-Juve, quand tu vas Porto défendre, mais, ou même l'Atlético quand ils étaient un peu moins cotés que maintenant. ouais exactement. Quand tu les Puis, Ils avaient une hargne et c'est peut-être aussi ça qui les mène. toi Aurélien Personne qui aussi. aime bien la Serie A, le foot italien, dire ça c'est un petit peu comme jeter à la poubelle toutes les belles années du Milan par exemple, avec Maldini, Nesta, tout ça, c'est un petit peu de dire ah ben c'est jouer défensif, on se faisait chier quoi. Bien sûr, mais même à l'époque de la Juve, quand il y avait Pogba, ça jouait bien. Et puis bon, ça reste quand même quelque chose de subjectif. Va demander à un supporter, même s'il gagne par 1-0, si sa victoire elle est pas belle, Mhm. s'il n'est pas content du jeu que son équipe produit. C'est très subjectif, mais je pense qu'il faut vraiment de tout. Et après, moi,
ce qui fait, selon moi, un beau jeu, c'est pas forcément un jeu porté vers l'avant ou un jeu défensif, c'est les buts. Ouais. C'est les buts, c'est les buts. On a déjà vu des équipes gagner 4-0 en ayant un jeu défensif, parce que boum, c'est des contres, boum, boum, puis c'est beau. Ça joue défensif, ça attend bas, boum, une erreur, bam, ça plante. C'est pas du tiki-taka, ça va pas faire de la possession de balle. Mais c'est beau aussi, c'est différent et voilà, c'est une question assez subjective, mais je trouve assez déplacé de dire que, enfin, je ne vais pas déplacer, mais je trouve que c'est un peu maladroit de dire que voilà, le foot défensif c'est dégueulasse. Non, mais c'est tactique. Ouais, c'est ça, je suis assez d'accord avec ce que dit Aurélien. Comme tu disais, le jeu défensif est peut-être de plus en plus décrié aussi, parce que les gens veulent aussi du spectacle notamment. Mais au final, comme tu disais, ce qui compte, c'est l'efficacité. Puis tant que ça marche pour ce genre d'équipe, elles n'ont aucune raison de changer leur style de jeu. Et j'ai bien aimé aussi ce que tu disais quand tu disais que le foot c'est un jeu de plus en plus stratégique aussi. Parce que voilà, c'est pas forcément la chose la plus passionnante à regarder tant que c'est efficace et que ça gagne, c'est ce qui compte. Les gens, les entraîneurs, etc. Pas d'aucune raison de changer. C'est tout à fait ça. Moi, je peux prendre l'exemple, par exemple, de l'Atlético en 2014. En 2014, ils affrontaient Chelsea en demi-finale. Puis, c'était justement un affrontement de style, parce que c'était deux styles défensifs entre Mourinho et Simeone. Mourinho s'est fait littéralement manger par Simeone, par justement une défense qui coulissait bien, ça bougeait pas, il n'y avait rien qui passait. Puis c'était même beau à voir, parce que c'était pas dégueu dans le sens où c'était cafouillage, puis c'était pas beau, ça rendait le ballon. Non. Ça jouait vraiment bien, ça coulissait, il y avait Godin qui était derrière, qui laissait rien passer. Moi, je trouvais ça beau. Voilà, c'est pas que le jeu défensif qu'on pourrait dire qui peut être dégueulasse. C'est aussi des fois, quand il y a des derbys où ça part en boucherie, ça c'est pas beau. Ça c'est pas beau, mais bon. Un peu quand même. c'est ça le football. Ouais, bon, c'est vrai. Mais voilà, justement, vaut mieux gagner en jouant défensif que perdre en jouant offensif. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Tout à fait. Ça, c'est clair. Plus important, comme tout le monde le dit, c'est les 3 points. Le reste, Et les 3 points. le reste C'est les 3 points. On va pouvoir passer et revenir un petit peu à l'actuel. La Ligue des Champions, l'Europa League, les quarts de finale ont été joués. On place au demi. On va commencer donc par la Ligue des Champions. Qu'avez-vous pensé un petit peu de ces deux confrontations entre le PSG et le Bayern Munich? je trouve que le PSG a bien joué, a bien tenu son os quand même s'il y a eu quelques actions qui auraient pu, mais je trouve que le PSG a bien tenu son os, et le Bayern peut-être sans Lewandowski, sans il y avait qui d'autre, sans Gnabry, ça a quand même pesé lourd dans la balance à mon sens. Ouais, c'est la saison suivante d'un vainqueur de Champions League, hein, c'est toujours plus compliqué. Alors le match aller, il était assez chanceux de la part des Parisiens, parce que bon, ils ont bien joué tactiquement, défensivement, ils ont planté en contre à chaque fois, c'était bien joué. Puis le match retour, bon, ils ont fermé le jeu, ils ont maîtrisé, ils n'ont pas paniqué. Et c'est ça qui fait leur nouvelle force avec Pochettino, c'est que maintenant ils arrivent à tenir les scores, ils paniquent pas. Le Bayern, ils ont planté un de plus et puis c'était fini. Et ben, ils se sont pris le 1-0, ils n'ont pas paniqué. Même à la fin, même tout à la fin, dans les 5 dernières minutes, c'était pas la panique générale, hein, c'était clair, c'était net, c'était précis. Et moi j'estime que le PSG mérite sa qualification. Et aussi, au match retour, Paris aurait pu marquer avant le Bayern. Il y a quand même Neymar qui touche 2 fois le poteau. Bien sûr. 2 fois Neuer sauve un peu la baraque. C'est sûr. Après, je trouve toujours qu'il manquait un tueur pour le Bayern, comme Lewandowski. Choupo-Moting, il a marqué 2 buts, mais il a quand même beaucoup galvaudé, j'ai l'impression. Je trouve que Choupo-Moting a été très bon, quand même, par rapport à ce qu'on attendait de lui. Maintenant, c'est vrai que Lewandowski, dans le jeu, aurait pu
plus faire la différence que Choupo-Moting, il faut dire la vérité. Mais il a été très bon quand même, Choupo-Moting, je trouve, c'est vrai. Ouais, bien sûr, bien sûr. Cette double confrontation. Donc le PSG en demi. Je vais parler de Sané quand même au match retour qui à la fin a complètement bugué. Je pense. Cette passe où tu as deux joueurs seuls dans la surface et qu'il essaye de donner aux 5 mètres, vraiment à côté de Navas, ça doit pas arriver à ce niveau-là, quoi. Ça doit pas arriver, il est encore jeune, il y a la pression. Mais oui, ça doit pas arriver. Ouais, je suis un peu d'accord avec Aurélien. Après, ça peut arriver. Maintenant, il y a aussi des moments où Coman, Sané, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas osé frapper en fait. Ils cherchaient toujours Müller en appui ou Kimmich pour tenter. Mais parce qu'ils ont Lewandowski. Parce qu'à la base, ils ont Lewandowski tout le temps. Et j'ai envie de dire, Gnabry osait frapper. Oui, bien sûr. Mais ils ont surtout que le Bayern, c'est vraiment une équipe qui a le profil pour. Il peut marquer même avec Neuer. Même Neuer, il peut marquer un goal. Donc, c'est pour dire. Et ouais, ils ont pas eu le courage. Je pense que. Voilà. Et bon, c'est aussi une saison où ils sont un peu en dessous. Alors oui, ils dominent le championnat. Voilà. Mais ils se sont quand même fait sortir par une équipe de 3, 4e ou 5e division. Deuxième. Deuxième, voilà. Donc voilà, c'est pas le Bayern de l'année passée, c'est pas l'ogre. Donc voilà, il y a aussi des petites approximations. Puis, rien de plus normal. Hein, voilà. Les mecs, c'est pas des machines. Hein. Clément, toi, t'en as pensé quoi? Ouais, j'écoutais attentivement ce que tout le monde disait, je suis complètement d'accord avec votre avis. Peut-être aussi la volonté de trop bien faire, de ne pas galvauder les occasions, et puis c'est peut-être pour ça justement que Sané fait une passe au lieu de frapper ou je ne sais quoi, mais ouais, peut-être la volonté de trop bien faire, je dirais. Ouais, c'est possible aussi. Hein, c'est peut-être la peur en fait, tout simplement. La peur de mal faire. La Ouais. peur de mal faire, la peur de dire et si je tente un tir et qu'il part dans les gradins, moi j'ai galvaudé une action. Alors à la place de galvauder cette action, ils vont la galvauder différemment. Voilà, En tout cas, le PSG passe en demi et ils affronteront Manchester City qui eux ont éliminé Dortmund. Dortmund peut avoir des regrets quand même hein, sur cette double confrontation, j'ai l'impression. Il y a vraiment des regrets à avoir. des regrets. Puis bon, il y a eu un petit passage à vide de Hollande qui a eu 5 ou 6 matchs sans marquer. Et puis City qui pour une fois a appliqué une tactique un peu différente, un peu plus à l'anglaise. J'ai quand même l'impression que Guardiola il commence un peu à changer ses tactiques en Champions League. Et moi je suis très content de les voir en demi en tout cas. Ça fait plaisir de voir des clubs qui n'ont pas encore gagné la Ligue des Champions se rapprocher de ce titre. Moi, je trouve que c'est plus Dortmund qui a raté plutôt que City. Parce que quand on voit le deuxième match, plutôt, j'ai l'impression que Dortmund, après le 1-0, s'est plus décidé à se renier dans le jeu et vraiment défendre. Alors que c'est pas du tout leur principe de base. Donc je pense que c'est surtout ça qui les a fait perdre, plus que City qui a été largement supérieur à son adversaire. Ouais, tactiquement, ils ont voulu tenir un score et c'est pas dans leur nature et je pense pas que c'est dans leur c'est pas dans leur jeu et puis ils ont pas les joueurs pour. Je pense pas qu'ils aient les joueurs pour poser un bus. Et vraiment, moi, là où je parlais de regret, c'est vraiment que ça marque au match aller à la 84e, ça égalise. T'as le 1-1 à Manchester, résultat qu'il faut absolument tenir. Et à la fin, tu prends ce but à la 90e. Mais à la limite, le match aller, City l'avait quand même dominé. Donc à la limite, qui marque ce but à la fin, ça l'avait d'une certaine logique. Ouais, bien sûr, mais du côté de Dortmund, t'as forcément des regrets, je pense. Forcément, c'est toujours regrettable de prendre un but à la 93e. Après, je trouve que ça joue aussi plus sur retour. À mon sens. Ouais, au retour, bon, ça avait bien commencé, hein, Bellingham avait marqué. Et de nouveau, voilà, tu gagnes 1-0. C'est un score qu'il faut tenir. Et tu le tiens pas. Et au bout d'un moment... Ouais, bon, c'est City, hein. Après, j'ai envie de dire aussi, il y a eu pas mal d'individualités à Dortmund qui m'ont beaucoup déçu. Bon, Meunier, j'ai envie de dire que cette année, c'est très compliqué pour lui. Je pensais qu'il allait rebondir après pareil, pas du tout.
Et puis quand même Emre Can, c'était quand même compliqué. Hein. C'est très compliqué. J'espère que c'est dommage ce penalty concédé. Ah ouais, Il n'y a non, pas énormément de. c'est clair. C'est vrai que c'est dommage, mais, ouais, mais Dortmund n'est pas une équipe défensive. Et... Dortmund n'est pas une équipe défensive, et puis si tu fais juste la comparaison de la qualité des bancs qu'ils ont et de la qualité de Ah, ça, c'est l'équipe, clair, hein. au final, c'est logique que Mhm. City soit passé. Oui, ils peuvent s'en mordre les doigts, Dortmund, parce qu'ils avaient leur chance. Mais bon, moi je vais pas crier au scandale pour City, quoi. Mhm. Autre match, bah, c'est Porto qui a été éliminé par Chelsea. Au final, il n'y a pas vraiment une surprise. C'était pas les matchs les plus passionnants qu'on ait vus, mais Logique. Avant le retourné de Taremi, il n'y a pas eu grand chose non plus à se mettre sous la Puis, dent. même quand Porto a marqué, C'était tardif quand même. enfin, C'était trop tardif pour ouais, espérer c'était quoi trop que ce soit. tardif. Et puis personne s'est dit oh là là, ils vont le faire, quoi. Je veux dire. Ouais, moi je suis d'accord avec vous. Et puis Tuchel, il manage bien son équipe. Et, Oui, il a réussi à relancer beaucoup de joueurs. c'est intéressant, c'est très défensif, hein, ça marque pas beaucoup de goals, je trouve. Mais ça n'en prend pas. Ça n'en prend Ça en prend pas, peu, ça n'en quand prend même. pas, ça n'en prend aucun. Donc c'est intéressant. Après, ouais, c'est plus offensivement que des fois, il y a beaucoup de doutes à avoir en fait. Timo Werner, cette saison, c'est un calvaire. Oh, même la saison dernière, hein, Timo Werner, c'était. Il a marqué 25 buts l'année passée. Ah bon Leipzig, ouais. Ah non, mais attendez, il est à Chelsea depuis quand? Puis juillet, Cet été. depuis cet été. Ouais. Depuis cet été. Ah, ouais, autant pour moi. Ouais. Bah, tu parlais sûrement de la première partie de saison déjà. Oui, mais pour moi, Werner, ça fait déjà 2 ans qu'il y est. Ouais. Avec Mais, le Covid, c'est vrai. Ah, Mais non, mais c'est hyper compliqué. Je pense que niveau confiance, être plus bas que ça, c'est pas possible en fait. Mais c'est pour ça que ça lui a fait du bien qu'il y ait un entraîneur allemand qui soit là, que tout revienne, qui commence à le remettre un petit peu dans le bain. Alors Havertz, par contre, est très très bien revenu. Là, puis on voit qu'il. Comparé à Werner, j'ai l'impression qu'Havertz, on voit qu'il est facile un peu techniquement. Tu vois, on voit qu'il est à l'aise. Werner, t'as l'impression qu'à chaque fois qu'il touche le ballon, il va faire une connerie, tu vois. Ah, Werner, Et pour être bon, il a besoin de profondeur parce qu'il court vite et. Ouais, après, c'est à lui de marquer ce but qui va le relancer, quoi. Bien sûr. Mais bon, il est encore jeune, hein, il a quoi, 24 ans, 25 ans? Ouais, je pense 25 ans. Ouais. Voilà. Ça va revenir, hein, ça va revenir. Chelsea qui affrontera le Real, qui eux ont éliminé Liverpool. C'était un peu prévu d'avance, non? Le Real n'a pas été flamboyant. Ils ont éliminé un Liverpool qui n'ont pas été capables de marquer, un Liverpool fatigué. Moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu aussi des tactiques, les tactiques de club qui n'étaient pas payantes, qui n'étaient pas. Voilà. Du jeu un peu individualiste, hein. Bien souvent, Salah ne voulait pas passer le ballon. Pareil pour Mané, pareil pour Firmino. Ça a parlé chinois dans les derniers mètres. Et voilà, moi on aurait mis un Liverpool d'il y a 2 ans en arrière face au Real, là ça aurait été un bel affrontement. Mais le Real n'a pas été flamboyant, le Real a fait du Real, a été juste solide avec leur équipe. Ils ont planté les goals quand il fallait planter les goals. C'est pas forcément les joueurs qu'on attendait. Vinicius, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il plante un doublé. Voilà. Puis Liverpool a été juste absent parce qu'ils sont claqués. Ouais. C'est vrai que cette saison, ils sont. Bon, pour vous dire la vérité, je me suis endormi en plein milieu du match, donc j'ai pas tout regardé. Mais le match était soporifique aussi. Moi qui suis vraiment un grand fan de Liverpool, et je pense que c'est mon club de cœur, bah vraiment j'ai été assez déçu. Hein. Voilà, ça prenait pas de risques, ça faisait pas tourner. C'est toujours les 3 mêmes en attaque, qui sont plus vraiment très prolifiques en Champions League. Peut-être une question d'envie pour rebondir sur ça. Ils ont déjà eu la Champions League, ils ont fait une saison pleine, on va dire. Ils ont eu Peut-être qu'il y a Ouais, ça fait 2 ans. peut-être qu'il y a l'envie. Ils Oui. ont eu la première ligue, et puis c'est un club qui fonctionne beaucoup avec ses supporters. Ouais, C'est un vrai. club qui fonctionne, c'est un des rares clubs qui fonctionne encore vraiment avec ses supporters. Et là, quand tu vois que ça fait une année qu'ils n'ont pas vu leurs supporters, bah, je comprends aussi qu'il
Qui est un relâchement. Puis bon, le gegenpressing à la club, ça paye aussi. Ça paye. C'est pas... Ouais, physiquement, Ah, dur, hein. physiquement, c'est C'est pas dur, l'entraîneur ouais. le plus reposant, ça c'est clair. Bon, à voir la saison prochaine. J'espère qu'ils vont procéder à des recrutements. On verra. Oui, Clément? Non, c'est justement pour rebondir sur ce que disait Aurélien avec les recrutements. Je crois qu'ils ont déjà signé un Konaté, je crois que j'ai vu, Liverpool. Et puis voilà, bon, ça montre, je pense, cette volonté de faire mieux. Je pense que c'est une saison compliquée parce qu'ils avaient fait tout juste ces 2 dernières saisons. Et puis après, de faire mieux que ça, c'est compliqué. Peut-être qu'il y a aussi un petit peu l'euphorie. Donc je suis pas surpris du tout que Liverpool, au vu de sa saison, soit éliminé par le Real en tout cas. Ouais, je suis d'accord avec toi, Clément. C'est bien qu'ils recrutent. Puis faudra espérer que Klopp fasse tourner. Que Klopp commence aussi à peut-être c'est ça qui peut leur faire du bien au Mané et Salah. Parce que Mané et Salah, même quand ils marquent pas de goal pendant 5 matchs, ils sont quand même titus. Parce que Donc, c'est vrai que là, on a vu pas mal de Diego Jota. Bon, il s'est blessé un petit moment. Diego, ouais, mais parce que Firmino commence à être un peu moins. Mais c'est vrai qu'on voit jamais Shaqiri, on voit jamais Origi. Non. Et Alors qu'on rappelle quand même que c'est Origi qui a planté un doublé face au Barça avec Wijnaldum. Mhm. Donc Après, ouais, là où j'aime bien, c'est qu'il a quand même pas froid aux yeux de lancer des recrues, enfin des jeunes, quoi. il a pas froid aux yeux de lancer des jeunes, mais c'est vrai qu'il fait quand même très très confiance à Salah et Mané. Et moi je pense qu'il faudrait peut-être aussi un peu je dirais pas leur mettre les idées en place, parce que ça reste quand même des excellents attaquants, mais ils sont un peu moins prolifiques. Il dit, mais Ouais. le but c'est que le club il gagne, quoi. Le but c'est pas de mettre juste les titus, quoi. Donc, Ouais, après, c'est aussi censé être eux qui te débloquent ce genre de situation, ce genre de match, en fait. Oui, Et là, mais oui, mais bon, après, quand il décide de faire un remplacement à la 80e alors qu'il pourrait le faire à la 60e, Bien sûr, ouais. enfin bon, c'est vrai que pourtant j'adore Klopp en termes de tactique, mais je trouve quand même que dernièrement il se plante un peu en termes de tactique. Mhm. Je trouve il est plus aussi juste qu'avant. Après, il y a une part de chance aussi. Après, il faudra regarder aussi au niveau de Klopp, hein, parce qu'on parle souvent là, et parce que très certainement que Flick quittera le Bayern cet été, et il risque d'avoir une valse d'entraîneurs assez folle prévue, parce qu'il y a le poste de sélectionneur de l'Allemagne qui est libre. À voir comment ça va se passer entre Nagelsmann, Klopp, Flick. Du coup, il y aura Joachim Löw qui veut reprendre un club, il a dit. Ça va être vraiment intéressant, mais en tout cas, je pense que Klopp va rester à Liverpool. Klopp, il est bien à Liverpool et puis. Et j'ai l'impression que Je le vois pas Il est partir. pas moi. resté, il est j'ai l'impression que C'est le vrai. board a encore confiance en lui, quoi. Mais ils ont confiance en lui parce qu'ils voient surtout que l'équipe elle Elle soutient. décimée. Mais l'équipe elle est décimée, elle soutient le club et puis c'est juste qu'ils sont claqués, quoi. C'est pas, Mhm. on n'est pas à un moment où il y a une rupture entre le vestiaire et l'entraîneur. Pas du tout. Ils sont et puis voilà, il protège ses joueurs. Non, Klopp c'est juste que c'est un jeu qui est usant et il a besoin de nouvelles recrues. Voilà. Et Liverpool n'a pas totalement saison terminée, puisqu'ils devront encore se battre pour la place en Ligue des Champions l'année prochaine. Tout à fait. Donc, Mais là, ça reste une fin de saison quoi, Là, ils sont très compliquée. Là, ils sont bien lancés quand même parce que je vois mal West Ham tenir. Et puis bon, il faut qu'ils gagnent tous leurs matchs. Liverpool, faut qu'ils reviennent Il faut qu'il quatrième. gagne, ouais. Un Après, commentaire, ça Clément dépendra de Chelsea aussi. Un commentaire, Clément C'est tout bon, c'est tout bon. Magnifique. On va passer un petit peu à l'Europa League. Bon, au final, les 4 principales équipes ont gagné, les principaux favoris ont gagné. Hein. Pas de surprise, pas de Arsenal, suspense. Manchester United, Villarreal, Rome. J'ai envie de dire dommage pour le Slavia Prague. Parce qu'après le match nul à l'aller en Angleterre contre Arsenal, j'avais envie de dire il y avait peut-être moyen. Au final, Ouais. le retour, ça a quand même. Les rumeurs d'insultes racistes de leurs joueurs a plombé les chances du Slavia Prague. Je pense que ça les a atteints un peu psychologiquement. Je dirais pas que ça les a atteints psychologiquement. En fait, je dirais pas que ça les a atteints psychologiquement, mais je pense que ça. Voilà, quand il commence à y avoir ce genre de rumeurs qui sont qui sont extra footballistiques,
Ouais. Je sais pas si c'est le bon terme. Ouais. Extra sportive. Ouais. Voilà, extra sportif, merci. Forcément, ça use, quoi. Et puis même, voilà, l'image, elle résume tout au début du match pour soutenir leurs joueurs. Il n'y en a aucun qui s'est mis par terre. Tous les joueurs d'Arsenal se sont mis. Puis, Arsenal, ils avaient envie de leur montrer aussi que, voilà, c'est qui est le plus fort, quoi. Moi, j'ai jamais pensé que le Slavia Prague allait passer Arsenal. Ça, c'est clair. Il n'y a pas eu trop de surprises, voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire. Les 4 ont tenu, on va dire, ont tenu leur rang. Manchester United aussi qui passe en demi. Grenade éliminée. Vous pensiez que Grenade pouvait peut-être le faire ou pas? Non, pas spécialement. Au vu de la saison que fait Manchester, non. Ouais, on est d'accord. Manchester, ça commence à revenir fort, là. Ouais, puis surtout au niveau de la physionomie du match aussi, j'ai regardé. Manchester a quand même cette classe au-dessus. Grenade a essayé de faire avec ses forces, c'était pas mal, mais pas suffisant, quoi. Ouais, c'est vrai que Manchester United, ils ont des individualités entre Rashford et qui encore en attaque, pardon. Il y a Greenwood, Martial, merci. Fernandez. Cavani qui plante aussi en ce moment. Cavani aussi, et voilà, c'est quand même un autre niveau. Villarreal, Unai Emery, c'est sa 6ème demi-finale d'Europa League. Franchement, est-ce que vous pensez que Villarreal peut aller au bout? Avec Unai Emery qui a cette expérience maintenant de l'Europa League, Monsieur Europa League. Ah, mais c'est vraiment pas du tout improbable. Hein. Ouais. Ah, c'est pas du tout improbable, hein, parce que... Ouais, Unai Emery, il tient bien à Villarreal, et puis bon, quand on voit les équipes qu'il y a en face, c'est à peu près du même calibre. Hein. C'est faisable. Ouais, à part Manchester United, mais bon, il y a qui? Il y a Arsenal, et c'est quoi la dernière équipe? C'est la Roma. Voilà. Donc, Et ils joueront Arsenal en demi. Plaît-il? Non, c'est ça. Non, d'autant plus, je pense qu'ils ont le tirage peut-être le plus favorable aussi, parce que en 2 matchs, Arsenal, c'est largement prenable. Et puis sur un match, après, une finale, c'est une finale, quoi. Donc tout peut se passer, même si c'est Manchester qui est peut-être un peu meilleur ou quoi. Donc toutes leurs chances, je pense, ouais. Au final, je dirais, à part la Roma, tous les clubs ont leur chance. Toi, tu vois pas du tout la Roma? Non, pas spécialement. Pas face à Manchester non plus, c'est vrai que je pense que Manchester a quand même 2 crans au-dessus. Arsenal non plus, hein, je les vois pas aller spécialement au bout. Donc en fait, on partirait sur une finale Manchester United, Villarreal. Arsenal-Villarreal, c'est un petit peu. Après, c'est vrai que Arsenal... par rapport au niveau, c'est vrai que Villarreal semble être un petit peu plus armé. En confiance. Disons en confiance. Ouais. Et surtout, c'est vrai qu'Unai Emery, il aime bien ces équipes espagnoles, on va pas dire de moyenne, plutôt du Je vois, semi-haut de tableau. semi-haut de tableau, du style Séville, c'est Villarreal. juste... Ouais. Pas forcément à l'aise avec les gros comme PSG ou Arsenal, mais Il y a moins de pression, et avec puis là, Séville, Villarreal, on voit que ça joue c'est bien, ça travaille bien. ça. Après, moi je dirais surtout que pour Arsenal, moi je les vois bien battre Villarreal et aller en finale. Mais je les vois pas gagner la finale. Ouais. Manchester United, je pense, reste le gros favori. United, ils ont quand même un historique de finale européenne gagné. Arsenal, ils en ont gagné aucune. À voir. Après, Arteta, il fait quand même du bon boulot. Et à voir si les blessés vont revenir aussi. Parce que... Bien sûr, ouais. Moi je vois bien Villarreal honnêtement faire un petit coup face à Arsenal si je devais mouiller honnêtement. Mais justement en parlant de se mouiller un petit peu, des pronostics pour ces demi-finales de Ligue des Champions aussi un petit peu. Alors pour United AS Roma, je dirais que United ils vont gagner facile à l'aller et puis assuré au retour. Et puis par contre pour Villarreal Arsenal, je verrais bien un vieux match nul à l'aller et puis 1-0. Non mais un vieux match nul à l'aller et puis par contre un score assez épique au retour de la part de Villarreal. 4-3. je verrais bien quelque chose comme à l'aller Arsenal part qualifié, à l'aller Arsenal gagne ou fait match nul mais est qualifié et au retour ils essaient de maîtriser le score et puis ils s'en prennent 3.
Moi, je vois bien United Villarreal, comme je disais United avant. Villarreal. Clément? Ah, c'est des matchs très très ouverts. Je pense que tout le monde peut l'emporter. Après, bah, comme vous dites, je vois bien Villarreal. Et puis peut-être Manchester aussi, mais j'enterrerai pas la Roma quand même tout de suite. Ils ont quand même fait des bonnes performances en Europa League cette année. Moyen, moi je dirais, je sais pas, j'ai l'impression qu'en groupe, c'était voilà, c'était un groupe assez, on va dire, simple, on va dire. Ils avaient qui IB, Cluj et. C'était qui le dernier déjà? Je sais plus qui c'était le dernier. C'était battre un club Voilà, fou, hein. mais ils n'ont pas eu un parcours de fou. Et même face à l'Ajax, j'ai l'impression que c'était pas le grand Ajax qu'on a eu en face, quoi. Même ils ont fait quand même des belles pertes, j'ai l'impression qu'ils étaient quand même en dessous de ce qu'ils avaient proposé en tout cas. Bon, à voir, hein, ça reste quand même reste quand même un joli club italien. Donc, Et Ligue des Champions, Paris-Manchester, un petit pronostic comme ça, Paris-Manchester, c'est le match je pense le plus serré. Paris. Je balance un petit joker là quand même. Parce que, Joker, Ouais, Paris. Paris, Ouais, Paris. Clément. Paris aussi. Ok. Et du côté de Chelsea-Real Madrid. Moi, j'aimerais bien que Chelsea passe. Moi, j'en ai marre du Real. Je Vraiment. pense que toute l'Europe en a marre du Real, honnêtement. Vraiment, j'en ai marre. Là. En plus, c'est que ce que Perez nous sort avec Ouais. sa Super League, là, moi, Exactement. ouais. il m'a fané. Mais bon, ouais, ils ont Benzema, ils ont Ramos, ils ont Casemiro. Enfin, je vais pas citer toute l'artillerie du Real, mais À bon, voir voilà. comment la défense de Chelsea peut tenir. À voir comment la défense de Chelsea peut tenir, mais moi je serais pas étonné qu'il y ait des petits 1-0 de la part de Chelsea qui tombent, quoi. Donc, Moi j'aurais peut-être plus le Real passer à l'expérience. Ils ont Real. cette expérience que Chelsea a un petit peu moins ces derniers temps. Et toi, Clément? Je suis exactement du même avis que Raph. Donc on partirait sur une finale Paris contre le Real Madrid. allez, moi je vais quand même dire Possible. Chelsea. Moi Chelsea. j'ai quand même envie de dire Chelsea. Ok. C'est vrai que c'est tentant de dire Chelsea aussi. Bah oui, c'est En fait, T'entends, mais le cœur dirait Chelsea, mais D'ailleurs, on va dire c'est plus le cœur qui parle que la raison, mais. exactement. Mais une finale Manchester City-Chelsea, ce serait beau pour le foot anglais aussi. Bien sûr, ce serait beau. Ce serait c'est sûr que vraiment, deux clubs anglais vraiment en finale. intéressant. C'est sûr que deux clubs anglais en finale, Mhm. ça ramène Et puis, un peu de prestige dans ton pays quand même. Voilà, puis bon, il y en a un qui a jamais gagné la Ligue des Champions, l'autre qui l'a gagné en 2012, et qui l'a gagné vraiment avec la grinta. Ah ouais, vraiment, parce que avec, t'as Didier Drogba avec, arrière. avec un Drogba en feu, et bon. Ouais, on verra. Mais en tout cas, c'est des jolies demi-finales. Rien de plus à ajouter. Moi, je Rien de plus à ajouter C'est complet. Parfait. Alors on va pouvoir passer maintenant au hockey sur glace. On va parler de National League maintenant. Ça a changé. Des playoffs. On connaît les 4 qualifiés, on connaît les demi. On va revenir un petit peu sur toutes les séries. Bon, on va commencer par Zouk Bern. Qu'est-ce que vous en avez pensé un petit peu de cette série Zouk Bern? Attendu, pour moi, tout simplement, parce que je m'attendais à voir le champion essayer de se donner, et puis Berne en playoff, c'est du costaud, c'est du solide. Donc, à mon sens, ça ne m'étonne pas que Berne ait été aussi Coriace. coriace. Oui, coriace, merci. Voilà. Ça ne m'étonne pas qu'aussi Zouk passe à la fin, parce que pour moi, c'était quand même les favoris, ils devaient tenir leur rang. C'est quand même possible que Zouk perde. Hein. Voilà. Ou vous y avez jamais cru vraiment, c'était sûr que Zouk allait passer. Si, ce que j'ai, Berne, je m'attendais à ça, et je m'attendais à ce que Berne puisse faire quelque chose, et ils ont quand même démontré sur tous les matchs qu'ils étaient là et qu'ils voulaient. Mhm. Ouais, bon, je suis un peu moins le hockey que Raph et Clément, mais c'est vrai que on a quand même vu souvent Berne être limite en saison régulière et finir 7ème, 8ème, Ouais, et après, on et peut... puis finir champion suisse. Donc ouais, faut vraiment toujours se méfier. En tout cas, en tant que supporter de Jeunesse Servette, j'aurais pas aimé affronter Berne en quart. Mhm. Donc voilà, ils ont donné ce qu'ils ont pu, et la logique a été respectée. Zug est la meilleure équipe de la saison. C'est respecté. Clément? Ouais, excusez-moi les gars, je n'ai pas suivi. Ok. Zouk Bern, Ok. t'en penses quoi? Logique a été respectée sur l'ensemble de la saison. Après c'est vrai qu'à un moment, je sais pas, je crois que Berne gagnait 2-1, si je me trompe pas. Dans la série. Non, Non, dans la donc, série, tout le monde a non, gagné c'est- à domicile, juste le dernier match que Tout le Zouk monde a gagnait à gagné. domicile.
Ok. Bah, c'est vrai qu'apparemment, c'était déjà plus serré. Puis c'est vrai que là, je me suis demandé si Berne n'avait pas fait le gros coup aussi. Mais bon, au final, c'est Zouk. Puis je dirais tant mieux, comme ça change un peu. Mais... Ouais. La grosse surprise, c'est quand même Rapperswil qui élimine Lugano en 5 matchs. 5 matchs faciles. Vraiment, Lugano. Lugano, ils étaient cuits. J'ai pas regardé les matchs, mais j'ai juste regardé les scores et ouais, on parle quand même de Rapperswil, quoi. C'est beau quand même. Ouais, bah ouais, ça me fait plaisir. Ça me fait C'est plaisir. beau quand même pour ce petit club que tout le monde voyait mort qui là est en demi alors qu'ils ont fini 10e. C'est quand même beau quand même. Ouais, c'est beau. Ouais, Et puis, je veux dire, si Zurich se faisait sortir, bah ça donnait un peu l'espoir à tous les clubs qui n'ont jamais gagné le titre ou depuis un moment, parce que Zouk, ça fait un moment qu'ils l'ont pas gagné. Je pense au moins une trentaine d'années. Rapperswil, je sais pas s'ils l'ont déjà gagné une fois. GSH, je sais jamais. Zurich, oui, pardon. Oui. Oui, mais si Zurich se faisait sortir par Lausanne Ouais. aussi, alors ça n'a pas été le cas. Mais c'est bien parce que ça ouvrirait justement la voie aux plus petits clubs à se dire nous aussi on peut aller. Parce que avant c'était toujours Lugano, Davos, Berne, Zurich. Voilà. Ouais. Voilà. Sur ces 20 dernières années, il y a personne d'autre. Donc, Ouais, c'est vrai que dans mes souvenirs, j'ai pas le souvenir d'avoir vu quelqu'un d'autre le remporter. voilà. Mais en tout cas, je trouve ça beau. C'est une belle Ouais, victoire pour un petit club. Ça que fait personne plaisir. Ça n'attendait. fait plaisir. Ouais. C'est quand même très, très, très décevant de la part de Lugano. Oui, bien sûr. Quand on sait que C'est sûr. Lugano, c'est quand même un sacré client en hockey. Donc, bon. C'est... Mais c'est bien. Les joueurs pourront profiter de leurs vacances plus longtemps. Non, mais on est quand même sur enfin, bon, je vais pas enlever de crédit à Rapperswil non plus, mais Lugano, elle était juste pas au niveau, quoi. Oui, ça dépend. Pour avoir vu en tout cas le dernier match, je trouvais que Rapperswil montrait bien. On parlait avant de beaux jeux, je trouve que Rapperswil montrait bien cette hargne que les petits peuvent avoir lorsqu'ils affrontent une équipe on va dire plus forte. Et je trouvais que là, ça s'est bien ressenti tout de même. Toi, Clément? Ouais, puis bah justement, pour rebondir sur ce que dit Raph, cette arme, c'est ce qui fait la différence aussi en playoff. Et puis ouais, c'est pour ça, je trouve ça bien que Rapperswil passe, ça change aussi. Et puis maintenant qu'ils sont lancés, à mon avis, ils ont plus rien à perdre de toute façon. Donc même si c'est Zoug en face, bah, faudra quand même s'en méfier un petit peu. Mais Cette série peut vraiment... Le Zug Rapperswil, donc, peut vraiment tourner à soit alors 4-0 pour Zug, soit vraiment une série serrée, quoi. Comme Clément l'a dit, ils n'auront rien à perdre à Rapperswil. Ouais. Les Zouk ont un peu tout à perdre, donc C'est toujours ça Après- c'est toujours ça qui est délicat avec les meilleures équipes qui ont terminé toujours premier de la saison, c'est qu'ils se disent attends, on a dominé toute la saison, puis ils commencent à perdre des matchs en playoff, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, on a tapé tout le monde en saison régulière, et puis voilà. C'est pour ça que c'est plutôt Zouk qui a tout à perdre, hein. Je veux dire, Rapperswil en soi, je dirais que leur saison elle est réussie, hein. Ils se sont qualifiés ric-rac pour les playoffs, ils sont en demi. Je crois que ça fait au moins une dizaine d'années qu'ils n'ont pas été en demi, je sais plus exactement. Donc leur saison elle est faite, hein, donc oui, donc ça c'est sûr. Rapperswil, eux, c'est bon, la saison elle a réussi. Quand tu es en demi-finale. On va pouvoir passer à une autre série. Fribourg-Gotteron, qui est fini 3ème et qui se retrouve avec des étrangers de Ligue B contre Genève. Allez, ça dégage. 4-1. Ça venait du cœur celui-là. Il n'y a pas eu match, franchement, sur la série. Genesaret a perdu le premier match. Comme je te disais une fois par message, je trouvais que Genesaret c'était un peu poussif sur le deuxième match. Je trouvais que Ouais. c'était... Voilà. Et puis il y a eu un déclic qui s'est fait, puis tous les autres matchs, ça a été poussé en 2 temps 3 mouvements. et, 8-3, 4-0, 5-0. Voilà. C'était clair, carré, précis. Voilà, et- On en offre À bon. croire qu'ils m'ont entendu, ils m'ont dit espèce de merdeux d'Aurélien, tu dis nous on est poussif, alors on va te montrer. Et non, mais en plus c'était beau à voir, ça joue bien, c'est un jeu vraiment différent. Non, moi je suis très content quand j'ai vu les buts là, de l'avant-dernier match là, dans l'angle fermé là, en back-end là, je sais plus quel joueur le met là, c'était. Ouais. C'est beau et c'est vraiment
un jeu que je commence à trouver séduisant parce que j'ai toujours trouvé que Genève Servette, du temps de Max Orlais, c'était toujours. On allume le gardien et puis le rebond, puis cafouillage devant le goal et puis ça marque des goals. Alors que là, ça patine, ça met des goals en compte, ça joue bien. Et ouais, moi je suis très content de cette série. Et puis bon, bah, Fribourg, ils ont juste pas existé. Voilà, ils ont peut-être eu la peur de gagner, je sais pas. Ils ont fait une très très belle saison, et peut-être que cette belle saison ça les a rattrapés quoi. Pas grand chose de plus à dire par rapport à ce qu'a dit Aurélien. Je suis très, très content de Genève Servette, très content des résultats aussi et des matchs en soit, parce que c'était des très beaux matchs. L'inquiétude Et les envoyer en vacances aussi. L'inquiétude était plus du côté de Fribourg, où les étrangers n'ont pas du tout performé. Pas du tout. Reto Berra est un peu à l'ouest. Ouais, pour bien, je suis pas d'accord. Je trouve que s'il y a un joueur vraiment qui a été bon dans cette série du côté de Fribourg, c'est Berra. Je pense qu'il a surtout été un petit peu seul, mais ouais, surtout les étrangers, comme tu dis, mais Berra, je suis pas trop d'accord. Je trouve qu'il a été encore. Il a résisté, on va dire. Bah, rien à rajouter. Moi non plus. Alors, on va pouvoir passer à la dernière série qui s'est soldée hier soir. C'était Lausanne-Zurich. 4-2 dans la série pour Zurich. On a plus existé, j'ai l'impression, par la castagne un petit peu, qu'on voyait, quand je voyais par rapport au match. Ah, même le premier match, c'était un peu brouillon. Mhm. Après, voilà, ils ont juste gagné le parce qu'ils devaient le gagner, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus trop d'adversité de la part de Lausanne. Pour Lausanne, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Zurich était juste plus fort. Zurich, le dernier match, je l'ai vu et ils ont essayé, mais ils n'avaient pas de chance. Ils n'avaient pas de réussite devant le goal. Ils ont touché plusieurs fois le C'était- poteau. Ouais, puis c'était stérile, quoi. Mais ils ont essayé, puis bon, ils se prennent le 1-0, puis le 2-0 en 30 secondes. Mhm. Ouais. C'est deux fois la même action. C'est deux fois la même action. Donc, ils ont pas eu de chance. C'est dommage pour eux parce que ça aurait fait du bien d'avoir un club roman un autre club roman en demi. Mais ouais, Zurich était juste plus fort. Donc ça donnera en demi-finale un Zug, Rapperswil et Zurich Genève Servette. Vous avez des petites prédictions un petit peu comme ça à chaud là? Zug Zurich finale. J'ai beau être un fervent supporter du Genève Servette Hockey Club. Zurich, ça va être compliqué en playoff. En saison régulière, je dis pas, mais Genève Servette n'a pas un super historique de victoire en playoff contre Zurich. Donc, Mhm. oh, il y a quand même eu. Non, je dis des bêtises parce qu'il y a quand même eu un quart de finale dernièrement là où ils les ont sortis. Hein. Ou non, c'était en play-out. Je sais plus. Je sais plus non plus. C'était quand la dernière fois? Ah, c'était pour se qualifier. C'est pour se qualifier, ils avaient gagné 3-2. Voilà, ils avaient Ah, gagné 3-2 ouais. et là ils avaient Mais- montré. Mais c'était saison régulière, c'était pour Mais se c'était qualifier. pas C'était encore pas, en c'était play-off. pas, c'était pas une série. Et Mais là surtout bon, c'est des demi-finales. Hein, actuellement. c'est les demi-finales. Et puis bon, Zurich, ils ont cette expérience. Ils ont déjà été plusieurs fois champions suisses, donc ils ont vraiment cette expérience. Et ils ont cette âme en fait, que Genève Servette n'a pas encore, puisque Genève Servette n'a pas encore gagné le championnat. Après, le jeu que propose aussi Genève Servette, ça va donner un beau match. Une belle série plutôt, mais à voir, vraiment. Joker pour moi là-dessus aussi. Parce que... Et toi Clément? Bah déjà, je vois bien Zouk passer, même si j'espère que Rapperswil s'accroche au maximum. Et puis après, ça va être très ouvert, Zurich-Genève. Mais le cœur va dire Genève. Je pense qu'il y a un coup à jouer aussi, mais ouais, on va partir sur Zouk-Genève. Il y a un coup à jouer, mais ça va être quand même une série très 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 dure. Ah, clairement, mais je pense qu'il faut mettre ses forces dans la bataille, puis comment ça donne. Parce que personne n'a dit Rapperswil, donc on va partir du principe que Zouk va en finale. Parce que je pense que Zouk va quand même solder ça sans trop de problèmes. À mon avis, je vois bien 4-1, tu vois. Même si dans les matchs, ça se reflète pas forcément sur une série.
Je peine à voir Ouais. Rapperswil prendre plus qu'un match quand même à Zug. Mais c'est ça, surtout si Zouk fait un excellent début de série là, je pense Mhm. qu'il gagne 1 ou 2-0, ça va aller assez vite fait. Après, si Rapperswil arrive à gagner les 2 premiers matchs, ça sera peut-être un peu plus serré, mais je pense que Zouk devrait s'en sortir sans trop de problèmes normalement. Et j'ai peur que le gagnant de Zurich-Genève arrive en finale complètement cuit. Parce que ça va être une série qui, à mon avis, peut aller au 7ème match, tu vois. En 6-7 matchs, c'est possible. Alors arriver après en finale contre un Zug qui est tout frais, euh, ça peut être compliqué, quoi. Ça peut être compliqué. Après, faut pas oublier que Genève, ils ont eu quand même 2 jours de plus de repos, hein, que Mhm. Zurich, parce que la série, la demi-finale commence ce dimanche, c'est ça, hein. Ouais, elle commence demain, ouais. Elle commence demain. C'est ça. Donc ils ont eu 4 jours de plus, donc c'est pas négligeable, et bon, ils vont se déplacer à Zurich là, hein. Mhm. Ouais, faudra que Genève gagne le premier match absolument pour leur mettre la tête sous l'eau. Mais bon, on a déjà vu des finales avec des équipes qui avaient remporté haut la main le quart et la demi. De l'autre côté, l'autre finaliste peinait comme c'est pas vrai, mais ils étaient dans le rythme. Mhm. Faut pas oublier que quand tu joues un peu moins, tu perds le rythme. Donc, bon. Ouais, tout à fait. Rien de plus à ajouter, je suis totalement d'accord avec ce que dit Aurélien. Clément? La même chose, la même chose. Alors on va pouvoir passer à la dernière partie du podcast. On va parler de tennis, on n'en avait encore pas parlé, c'était l'occasion. Alors première chose, c'est quand même le retour de Federer, enfin. Le retour du roi Roger. Ouais, on l'attendait celui-là, hein. On Le l'attendait. gendre parfait qui est de retour. Ouais, le gendre parfait. Il vient du coup à Genève au mois de mai. Petit Ouais, échauffement. on ne pourra pas le voir. Ouais, À à huis huis clos, clos. malheureusement. C'est Donc, bien utile. Bon, voilà. Mais voilà, petit échauffement avant d'enchaîner sur Roland Garros. Comment vous sentez que ça va se passer pour lui? C'est juste Genève et puis Roland, c'est juste une préparation pour Wimbledon. Ouais. Alors il s'aligne sur les tournois parce qu'il sait qu'il peut les gagner, et ça il l'a toujours dit, sinon il s'alignera pas. Donc moi je pense qu'il peut avoir son coup à jouer à Genève, en sachant bon, quand même que il n'a pas joué beaucoup de matchs en officiel, mais bon, il commence à revenir. Pour Roland, bon, à mon avis, il fera pas plus qu'une semaine, hein, mais je pense de toute façon dans l'optique c'est bien se préparer pour Wimbledon. Mhm. Voilà, Ouais. ça reste sa dernière chance pour gagner un tournoi. Peut-être l'US Open, à voir, mais bon, à 39 ans, bientôt 40, c'est compliqué, surtout quand ça fait une année qu'on n'a pas joué, et surtout quand il n'y a pas de public. Et moi, j'ai l'impression que Federer, il est sensible à ça. Et jouer sans public, ça l'embête un peu. c'est sûr que ça va, mais même, je pense même pour tout le monde, peut-être plus. C'est vrai que peut-être plus Federer, mais je pense que ouais, c'est plus de la préparation, c'est sûr. C'est vrai qu'il n'a pas joué, il a besoin de se mettre un petit peu en jambes pour Wimbledon. Je suis assez d'accord avec ce que dit Aurélien. Toi Clément, t'en penses quoi? Bah, je suis complètement d'accord avec ce que dit Aurélien aussi. Après, c'est vraiment une préparation, c'est sur terre battue, donc c'est sur terre battue, Genève, quoi. Oui, C'est ça. Ouais, hein, c'est ça. ouais. Donc on verra. Après, je pense que c'est de retrouver des sensations, voir comment il se sent aussi au niveau de ses problèmes là, physiques. Mhm. Et puis après, advienne que pourra Roland Garros. Après, c'est vrai que le cœur, je dirais encore une fois, je me dis, chaque fois on enterre Roger Federer et puis on dit il va pas faire 2 tours, mais au final il nous impressionne toujours. Donc bon, ça va être très compliqué d'aller chercher quelque chose, mais tant qu'il peut bien revenir en forme pour Wimbledon, comme le dit Aurélien, c'est ce qui compte, quoi. Ouais, bon, bah, après, ça s'apparente quand même à une tournée d'adieu, parce que bon, là, en l'occurrence, les joueurs en face, qui sont jeunes, ils savent que Federer, il est en manque de rythme, puis qu'il a pas joué pendant une année, donc ils vont tous vouloir essayer de le taper. Et puis, ouais, bon, moi, j'ai quand même l'impression qu'il a juste envie de refaire un gros coup. Et Wimbledon. Mais Wimbledon, Gagner une dernière fois moi, Wimbledon. voilà, une dernière fois Wimbledon, les Jeux Olympiques, et je le vois pas continuer après. Pour moi, après les Jeux Olympiques, il prendra sa retraite. Ouais, c'est pas possible, ouais. Je pense pas que ce soit le genre de personne à dire je fais une dernière tournée juste pour faire de la figuration en sachant qu'il y a pas de public.
À mon avis, bon, après à voir, hein, si tout à coup il fait un gros Roland demi-finale, et puis après Wimbledon titre, ça va peut-être lui redonner les idées, il se dire, ah, mais finalement ça joue, le physique il joue, je peux continuer. Mhm. Mais bon, en ayant vu les matchs qu'il a fait à Doha, il a bien joué, hein, il a failli gagner les 2 fois, mais bon, on voit quand même qu'après, il gagne le premier set, puis après un set, il est claqué. Hein, donc, Ouais, ça se sent. Ouais. Après, Roger, selon moi, peut faire des one-shots en Grand Chelem jusqu'à 45 ans. Mm. Roger, il s'aligne sur les tournois, sur n'importe quel tournoi du Grand Chelem jusqu'à 45 ans, il peut gagner le titre. Mais ça paraît compliqué avec la double opération qu'il a suivie, en sachant qu'il est père de 4 enfants. Il n'y a pas de public. Il y en aura peut-être à Wimbledon, non si... Peut-être. Je dis peut-être parce que. Je dirais peut-être. comment... Moi, je dirais plus à Roland qu'à Wimbledon. Je pense. Ah, faut voir. Ça dépend. À Wimbledon, ce sera vers. Au revoir. Juillet, août, c'est ça Ouais. Par là Non, juillet, début juillet, fin juin, Ouais, début juillet. juillet. La plus grosse force, on va dire, de Wimbledon, c'est qu'il pourra jouer en indoor s'il fait pas beau. Et pareil pour Roland. Mhm. Pour Roland, s'il peut jouer en indoor, ça va accélérer. Les conditions seront plus rapides et voilà. Mais c'est aléatoire. Faut vraiment voir comment il va déjà s'en sortir à Genève parce que le tableau il est relevé à Genève. On parlait de Roland Garros, le spécialiste de Roland Garros, c'est quand même Nadal. Nadal qui revient aussi. On a vu plusieurs bons résultats de Nadal, sans être non plus flamboyant. T'en as pensé quoi, toi, Aurélien? C'est du Rafa. C'est solide. Et oui, il a un peu perdu lamentablement à Monte-Carlo. À Barcelone, c'est pas super, mais au meilleur des 3 sets, à Roland, c'est compliqué. Mhm. C'est compliqué de l'avoir Rafa. Et, pour moi, ça reste le grandissime favori. Mais c'est sûr, surtout que il me semble que souvent ça arrive qu'ils perdent en 2 sets et puis que en 3 sets gagnants ils terrassent un peu tout le monde. On se souvient Même l'an passé, quand il s'était fait éliminer par Team, je crois, oui, à Monte Carlo, je crois aussi, et puis qu'à Roland, il a limite balayé tout le monde. en 2019, méconnaissable en 2019, méconnaissable. À Monte Carlo, il se fait sortir par Fognini. Barça aussi, il fait quelque chose de pas très très beau. Madrid pareil. Rome, il se fait sortir par Team. Il arrive à Roland sans aucun repère. Et il met tout le monde d'accord. Voilà. Mhm. Il y a quelque chose de différent à Roland. Il a beaucoup plus le temps de s'adapter parce qu'il a 3 sets. Et Rafael Nadal, plus il vieillit et puis plus il devient solide, il sait de plus en plus raccourcir les échanges. Et puis les matchs de 5 heures, en tout cas à Roland, ça lui fait pas peur. À Wimbledon ou sur surface dure, j'aurais dit que c'est différent, mais il a une marge mais tellement énorme à Roland que moi je m'inquiète pas qu'il va rapidement dépasser Federer à Roland. Ouais, pareil, je dis la même chose. Du coup, c'était la prochaine question, mais on y a déjà un petit peu répondu. C'était par rapport aux prédictions pour Roland Garros. Nadal reste quand même le favori Nadal, c'est numéro comme 1. le grand favori. Quand on voit toutes les autres années, qu'on voit son niveau même, Mhm. il n'y a personne qui. Faut pas enterrer À Team. Roland Garros. Non, on n'enterre Faut personne, pas, mais, voilà, mais à Roland Garros, c'est quand même le c'est grand compliqué. favori. Disons que si quelqu'un veut essayer de sortir Rafael Nadal, ce sera en première semaine. Parce qu'à partir du moment où il aura passé la première semaine, Au moment où il sera chaud, ça va être compliqué. voilà, Quoi. au moment où il va être chaud, ça va être très très compliqué. Même un Djoko pourra rien faire, un Team non plus. Team surtout a un petit coup de mou depuis sa victoire à l'US Open l'année passée. Et bon, voilà quoi. Un commentaire, Clément? Non, je suis complètement d'accord, il n'y a rien à dire. Nadal, grandissime favori là. Après, c'est vrai que je me méfie toujours des jeunes. Je crois qu'il y a Tsitsipas qui est encore assez en forme en ce moment. Mhm. Donc, Ouais. je pense qu'il y a moyen d'avoir des beaux matchs. On verra un petit peu la forme physique de Nadal qui a manqué en puissance, là, comme vous l'avez dit. Mais
Ouais, je sais pas, je sens bien un jeune comme Tsitsipas par exemple. Ça pourrait être une première pour Tsitsipas qui a un bon jeu, qui n'a pas forcément le jeu le plus adapté sur terre battue, mais oui. Un team, si team il revient confiant, voilà. En parlant de Tsitsipas, c'était ma dernière question, c'était vraiment par rapport au futur du tennis. Quand on voit des Tsitsipas, Thiem, Zverev, Medvedev, on peut tous les citer. Moi, ma question c'était, est-ce qu'il serait pas meilleur sans Nadal, Djokovic, Federer? Bien sûr, parce que Nadal, Djokovic et Federer, ils les ont juste tous castrés. Mais Ah, c'est- il non, mais a raison, on peut c'est pas dire vrai, le c'est contraire, vrai, c'est vrai. ils se sont fait castrer. Alors autant en Masters 1000, c'est différent. En Masters 1000, les jeunes, ils tapent à la porte, mais ils ont un blocage en Grand Chelem. En Grand Chelem, ils sont capables de sortir des Federer, des Nadal comme ça en quart de finale, des Djoko, oui. Mais dès que ça arrive en finale, ça parle chinois. Et Ouais. voilà. C'est... ouais. Tant que Nadal, Federer et Djoko, même des Djoko et des Federer et des Nadal à 40 ans, les petits jeunes, ils auront de la peine. Ils auront peut-être moins de peine à gagner un grand chelem, mais à confirmer. Nadal, Federer et Djoko, quand ils ont gagné un grand chelem, et ils l'ont confirmé l'année qui suivait, ils n'ont pas eu de passage à vide. Là, Thiem, bon, c'est plus la jeune génération. Hein. Thiem, il a déjà 27-28 ans. 28 ans, je crois, ouais, 28 déjà. ans, donc donc c'est- voilà, c'est plus. On en parle de la next gen, c'est plus vraiment la next gen. Tsitsipas, Zverev, pareil, Zverev il a 23-24 ans hein, déjà. Hein. Ouais. Mais encore une fois, si un jour il gagne un tournoi du Grand Chelem, moi ce que je redoute c'est qu'ils vont avoir un gros passage à vide après, parce qu'ils vont pas assumer. Parce qu'ils doivent tellement en mettre pour taper les gros, pour taper le big three, que ouais, c'est compliqué. Clément, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je disais, je suis d'accord avec ce que dit Aurélien. Après, est-ce que peut-être pour le futur, c'est peut-être pas mieux quand même, parce qu'il faut pas oublier que jouer contre des Federer, des Nadal, Djokovic, même si tu prends des tôles, bon, ma foi, ça fait partie de l'apprentissage, mais c'est des sources d'inspiration, c'est des gars qui ont fait des choses exceptionnelles ces dernières années, là. Donc, je pense pas forcément que c'est un obstacle, en tout cas, à la progression. Peut-être en ce moment, oui, mais je me demande justement, c'est peut-être pas bénéfique un petit peu de suivre quand ils seront plus là leur exemple. Donc, je sais pas, je dirais pas que c'est un obstacle. Après, c'est mon avis, mais. Quand ils seront plus là, ce sera beaucoup plus simple, mais je pense que quand ils seront plus là, on reviendra un petit peu à du tennis comme dans les années 2000 Où tout le monde peut se battre. tout le monde peut se battre, tout le monde peut gagner. Tout le coup, Ferrero gagne Roland Garros, tout le coup, Hewitt gagne Wimbledon, tout le coup, Roddick gagne l'US Open, Safin gagne l'Open d'Australie. Il va y avoir, je pense, un petit tournus, il n'y aura pas une grosse domination d'un joueur comme il y a eu Comme il y a maintenant. pendant une vingtaine d'années, ça c'est clair. Ouais. Mais tant que, en tout cas, Federer il est bientôt plus là, mais tant que Nadal et Djoko seront là, ça va être très très compliqué pour les jeunes. Parce que Djokovic, il a quel âge maintenant? 33. 33. 33 ou 34. 33 ou 34. Nadal aussi. Nadal, il va Nadal est à 34, il va sur ses 35. Nadal va sur ses 35. Voilà, s'ils veulent commencer à un peu les sortir, là, Nadal et Djoko, il faut qu'ils commencent à gagner cette année. Parce que... Enfin, faut quand même faire attention à Benoît Paire. Hein. Je pense que c'est. Faut le dire. Attention, Benoît Paire, attention. Ouais, on risque de recevoir une raquette sur la tête, mais sinon, après, je Ouais. Santé Marion. Voilà, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est tout bon. Hein. Tout bon, Clément? Tout bon pour moi aussi. Tout bon. Je te remercie. Bah alors, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, Ethan. Merci à toi, toi Raph. toujours Merci à toi, Clément. de nous inviter à chaque Et fois. Merci, ouais. Et on se retrouve bientôt fin mai, début juin pour le podcast sur l'Euro. Il y aura beaucoup Abonnement, commentaire, pouce bleu. Hein. Ouais, on va pas oublier. Puis un petit commentaire sur l'Euro et sur cette fameuse équipe de Suisse. Parfait. Allez, à la prochaine. Allez, salut, à bientôt. À la prochaine. Ciao, ciao.